Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Toujours très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour ce troisième épisode de la série Réseau Mentorat. Pour ceux qui seraient moins familiers, le réseau Mentorat offre des services de mentorat de très haut calibre aux entrepreneurs de tout âge et de tout secteur d'activité, qu'ils soient issus de l'économie traditionnelle ou sociale. La semaine dernière, nous recevions 3 jeunes entrepreneurs mentorés très dynamiques qui nous ont expliqué comment le mentorat leur avait permis de faire des pas de géant, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Cette semaine, nous avons le grand plaisir de recevoir 2 tandems mentors-mentorés pour discuter d'une nouvelle réalité dans le monde des affaires. L'entreprise à impact social et l'entreprise d'économie sociale. Les entrepreneurs de la nouvelle vague sont de plus en plus sensibles aux enjeux dans le monde et redoublent tous de beaucoup d'efforts pour faire des affaires en accord avec leurs principes et leurs valeurs. Voyons comment la relation mentorale est un puissant levier pour garder le cap et pour savoir jongler entre de nombreux objectifs qu'ont les entrepreneurs, tant financiers que sociaux. Je vous présente, comme à l'habitude, notre lien entre vous, vos commentaires, vos questions, Marie-Janelle et bien sûr nos invités. Bonjour. Bonjour, Madame Henkel. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Donc, on vous invite à nous faire part de vos commentaires, nous faire part aussi de vos questions. On va pouvoir les demander à nos invités pendant la captation en direct et aussi, on va pouvoir répondre aux questions suite au live. Donc, on attend vos commentaires. Oui, allez-y, posez beaucoup de questions. Vous allez voir, c'est intéressant de voir les réponses, surtout en direct. Merci, Marie-Janelle. Après nous être concentrés la semaine dernière sur les mentors et ensuite les mentorés, eh bien aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir 2 tandems qu'on appelle 2 diades quand on fait du mentorat, mentor-mentoré, pour voir comment leur relation s'est créée et surtout comment cette relation s'est solidifiée dans le temps. Le premier tandem a été créé il y a 2 ans. Il est composé de M. Denis Tremblay, PDG et associé principal chez Alliance Management. Il est le mentor de Jérémy Lam, cofondateur de Leaves House, qui est une entreprise qui offre des produits et expériences 100% végétales. Je laisserai la parole tout à l'heure à Jérémy pour nous expliquer comment et qu'est-ce que fait son entreprise, mais avant, accueillons-les. Bonjour, messieurs. Bonjour, Mme Henkel. Bonjour, Mme Henkel. Enchantée, puis merci d'être là, merci de partager vos expériences réciproques. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer avec vous, Denis. J'aimerais que vous nous présentiez la personne que vous mentorez depuis quelques années. Mais qui est Jérémy? Qui Quelle grande question, chère dame. Je cherche encore la réponse. Après 2 ans, j'ai quand même plusieurs indices. Ça me fait plaisir de vous partager ce que mes yeux et mes oreilles comprennent, Oui. et mon cerveau aussi comprennent de ce qu'est Jérémy. Votre émission est Entrepreneur 2.0. Je vous dirais que Jérémy, c'est au moins 2.5, sinon 3.0. J'adore. C'est un entrepreneur que je pourrais même qualifier d'atypique du fait que d'abord la base d'affaires sur laquelle il est, il faut quand même oser le faire, de développer des cafés véganes, de promouvoir la pensée végane, également d'avoir un modèle d'affaires qui est à plusieurs volets, mais constamment sur la même plateforme. Donc, je me rappelle encore la première rencontre que j'ai faite avec Jérémy. On était dans son café sur de la montagne, premier contact. Et lui et moi, on a vraiment cliqué 2 minutes et quart, c'était réglé. J'étais passionné par le personnage, même s'il était dans toutes les directions possibles. Et c'est ce que j'aime. Un entrepreneur. Est-ce que vous êtes un peu comme ça, vous aussi, Denis? Mais pas du tout. Non, moi, je suis ordonné. Vous savez, toute ma vie, les entreprises que j'ai créées, ça a toujours été planifié 5 ans d'avance. Tout est linéaire dans ma tête. Alors. Donc, lorsqu'on dit que les contraires s'attirent, c'est bien ça. Ouais. Bon, là,
très sérieusement, là, je vais vous faire un aveu. Quand j'étais plus jeune entrepreneur et que j'ai vu Jérémy au début, je me suis vraiment reconnu, ça va de soi. Ça fait partie de la première étape d'attraction entre deux personnes. Hein. Quand on reconnaît l'autre et qu'on a un intérêt pour une personne très spontanément, forcément, c'est parce qu'on se reconnaît un peu dans cette personne-là ou on reconnaît des gens qu'on aime beaucoup et puis ça donne cette première étape-là. Donc oui, très brillant, un beau profil de carrière aussi, une capacité, je dirais, d'imagination dans des, des contextes difficiles qui est à peu près sans limite. Et j'ai vu fonctionner comment Jérémy décide comme entrepreneur, évidemment dans cette pandémie, où tout d'un coup, on passe de 100% de revenus à 0% de revenus. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et nos rencontres de mars à avril ont été extrêmement passionnantes pour ça. Je n'ai jamais vraiment senti Jérémy en panique devant ça. Il est capable de prendre son recul, évaluer les options. Le problème avec lui, c'est qu'il y en a trop d'options. C'est la beauté de cette relation-là que Jérémy et moi en ensemble parce qu'on ne se donne pas vraiment de cadre et puis on se laisse aller jusqu'à un moment donné où la décision arrive et puis voilà, l'entrepreneur Jérémy prend sa décision et moi j'en suis tout simplement très heureux. Quand je le vois heureux, moi je suis heureux. Voilà. C'est beau à entendre, c'est beau à voir. Puis c'est beau à voir aussi que souvent on a l'impression que les entrepreneurs sont comme ci ou comme ça, qui sont tous quasiment dans un moule. Mais c'est faux, c'est faux. Puis on va le voir avec Jérémy, comme vous venez de dire, qui est un imaginatif créatif sans bornes et tout est possible. Jérémy, si je vous demandais, vous êtes dans le domaine de la distribution et du commerce du détail avec vos produits qui sont 100% végétales. Vous vous plaisez à dire que vous avez enfin trouvé en Denis la personne qui vous comprend. Est-ce que vous pourriez nous partager pourquoi? Est-ce que vous êtes si difficile à comprendre? D'abord, je pourrais revenir sur les commentaires de Denis. Là. Justement, me décrire. C'est une question vraiment difficile pour Denis. Puis c'est très flatteur de m'avoir décrit de cette façon-là. Ça ne m'étonne pas que tu cherches encore comment me décrire après ces 2 années. Je voulais juste mentionner que je suis entre autres l'aîné d'une famille. J'ai toujours eu des postes de gestion avant d'entreprendre. Comme Denis disait, là, j'ai eu une bonne carrière quand même. Et la plupart des personnes comptaient sur moi pour avoir les réponses. Et encore aujourd'hui, c'est encore comme ça. Denis, encore, je me rappelle encore de la première rencontre. Sans rentrer dans les détails, j'ai tout de suite eu le sentiment de ne plus avoir besoin d'être l'aîné, entre guillemets. Et ça m'a permis d'être à l'aise dans mon rôle de mentorer et d'être plus moi, d'être plus à l'aise avec mes décisions. Ouais. Ben, c'est intéressant de voir comment vous réagissez à la réponse de Denis, mais revenons sur votre entreprise parce que je suis très curieuse et je suis sûre que la plupart de nos auditeurs sont curieux de savoir, ça veut dire quoi distribution, commerce de détail 100% végétal? Parce que je pense que vous êtes quand même un pionnier dans le domaine. D'où est venue cette idée, puis qu'est-ce que vous faites? OK. Aujourd'hui, Liv Strauss, c'est 3 cafés au centre-ville. C'est aussi un site web qui s'appelle livstrauss.com. Dans le fond, nous, on offre des produits et services et une expérience 100% à base de plantes. Ça, c'est Liv Strauss aujourd'hui, mais dans le futur, ça risque de pivoter. Comme Denis me connaît, là, je cherche toujours d'idées, mais il y a toujours quelque chose qui nous... Il y a toujours un noyau, puis c'est vraiment le truc 100% à base de plantes, c'est-à-dire on n'utilise pas de produits animaux. Bravo, bravo. Mais vous avez commencé il y a combien de temps? La première succursale, c'est un espresso bar, puis on a ouvert en 2015. Donc, ça fait quand même beaucoup d'années. Ah oui? Oui, c'est ça. Mais, il y a vraiment une tendance aujourd'hui, mais je vous dirais en 2015, ce n'était pas du tout la tendance. Non. Je pense que c'est vrai que la tendance s'est développée grâce à des entreprises comme la vôtre qui avaient mis en avant la possibilité de faire aussi des affaires avec un impact social et un impact, je veux dire, d'environnement ou de développement durable. Donc, aujourd'hui, je pense que vous faites partie de la vague, mais vous essayez vous-même de vous réinventer. Et vous l'avez fait à plusieurs reprises. On va y revenir parce que je pense que Denis va l'expliquer puisqu'il vous accompagne là-dedans. Mais Denis, comment vous avez fait pour être la personne qui prenait en compte tous les aspects de la personnalité de Jérémy? Je veux dire, comprendre profondément la personne pour lui permettre d'être encore plus créative, plus à l'aise, plus équilibrée.
Dans cette question-là, je vous dirais que la base de tout, c'est la question. La réponse vient du mentoré. La réponse ne doit jamais venir du mentor. Donc, beaucoup d'observations, beaucoup de questions qui permettent d'approfondir une réflexion, de l'interprétation également de la réponse de Jérémy à mes questions. Et progressivement, cet échange-là devient une véritable conversation entre nous deux. Donc, pour découvrir effectivement la personnalité de Jérémy, comme on le fait en général aussi avec les gens, peut-être inconsciemment, mais c'est ce qui se passe, okay? C'est vraiment une question d'attention. Il faut écouter 2 à 3 fois plus qu'on parle. Alors, l'idée, c'est de lancer des questions ouvertes, autant que possible, de plus en plus progressivement quand même ciblées, jusqu'à ce que, puis je le fais, ça va très bien avec Jérémy pour ça, je le vois quand lui-même vient de trouver la réponse, la vraie réponse qui est dans le fond la sienne, pas celle que Denis veut entendre, celle que Jérémy veut entendre et celle qu'il veut promouvoir par la suite. Bien là, on passe à la question suivante. Alors, ces traits de personnalité-là, Jérémy est un peu introverti au départ, là, il change beaucoup, il commence à aimer le monde, là, ça n'a plus de bon sens. C'est le phénomène de la confiance, vous savez, puis de l'intimité, de la vulnérabilité qu'on se permet, Jérémy et moi, quand on fait nos conversations de diable. Donc, c'est vraiment progressif, c'est de créer un climat de confiance, de s'assurer de poser les bonnes questions, je pense que l'art numéro 1 d'un bon mentor, c'est de savoir poser des bonnes questions et d'interpréter la réponse pour s'assurer que le mentoré arrive finalement à sa réponse. Ça, c'est la base de la philosophie d'intervention comme mentor. Très, très intéressant parce que, voyez-vous, on parle souvent de mentor, d'accompagnement, de coach. Il y a souvent je dirais, des incompréhensions entre la définition de l'un et de l'autre. Nous rappelons toujours que le mentor est une personne, ou la mentor est une personne qui accompagne, qui n'est pas là pour prendre les décisions à la place d'eux et qui doit avoir beaucoup d'écoute et beaucoup d'empathie et pas de jugement, aucun jugement. On va y revenir. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre input là-dessus, Jérémy. Vous, le fait qu'il y a eu cette confiance, parce qu'on le voit, on le ressent entre vous deux, vous venez aussi, vous savez, d'un monde qui est très particulier à l'entrepreneur, comme je dis souvent, c'est des bibites, c'est des gens qui ne pensent pas comme tout le monde. Le lien de confiance, cet accompagnement, la personnalité de Denis, est-ce que ça vous a permis de vous propulser plus, d'avoir plus confiance aussi en vous? Est-ce que c'est... Je ne souhaite pas vraiment devenir, disons, un acteur de changement. Moi, je pense que les choses se produisent, c'est tout. Là. Comment dire ça? Dans le fond, tout ce qu'on fait en ce moment, tout ce que je fais en ce moment, c'est vraiment épouser le changement. Premièrement, en ce qui concerne la relation mentorale, comment Denis m'aide surtout, c'est en me challengeant sur mes idées et des concepts que j'ai personnellement. On ne discute pas vraiment de business quand on est ensemble. Oui, par ricochet, ça se traduit par défaut chez Liv Strauss comme produits, services et expériences. C'est ça vraiment l'essence de Liv Strauss et Maison Livre, c'est des discussions que j'ai avec d'autres personnes, dont Denis comme mentor. Dans le fond, c'est comme un peu, je dirais, un peu de la philosophie appliquée, Liv Strauss. Puis même là, le mot philosophie, là, c'est un peu long. On va dire que c'est plus comme des discussions que je mets en pratique, en action. Deuxièmement, comment Denis m'aide beaucoup, la relation mentorale qu'on a, c'est qu'il me partage beaucoup ses expériences. Et je crois beaucoup au recyclage d'expériences. À quoi bon refaire les mêmes erreurs 2 fois? Pourquoi pas répéter les bons coups plusieurs fois? Quelle bonne idée, Jérémy. Franchement, bravo, parce que c'est vrai que pourquoi essayer de ne pas écouter, puis éviter de perdre du temps à refaire les mêmes erreurs? Continuez. Exactement. Et Denis, un peu, c'est comme un peu être sur la même patinoire que Mario Lemieux au cinéma. C'est un bon capitaine, qu'il soit coéquipier ou comme adversaire, parce que ça peut être aussi vu comme un adversaire parce qu'il me challenge tout le temps. Ben, c'est comme, il m'explique aussi comment il a fait ou comment il aurait pu faire. Puis ça m'aide vraiment beaucoup à
m'aider à prendre les bonnes décisions puis d'avoir des décisions avec lesquelles je suis à l'aise. Superbe. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure aussi qui est intéressant parce qu'on va parler, Denis, du fait qu'un mentor ne prend pas la décision, il l'accompagne encore une fois. Puis, comment vous tracez la ligne? Comment vous arrivez, en fin de compte, à savoir que vous accompagnez correctement? Est-ce qu'il faut quelquefois que vous cédiez la place à être en accord ou est-ce que c'est correct d'être totalement en désaccord? Peut-être ma réponse va vous surprendre, mais c'est une question que je ne me pose jamais. Okay? D'abord parce que je n'ai pas à être en accord, ou comme pas plus, j'ai à être en désaccord avec ce que Jérémy dit. C'est son entreprise, c'est sa business, moi je suis le mentor. Donc, c'est une dimension que je retire de mon cerveau lorsque je suis en discussion avec Jérémy. Il n'y a aucun jugement, c'est dans le respect total. Et comme je ne juge pas ce que Jérémy prend comme décision, ben, que je sois en accord ou en désaccord, de toute façon, il ne le saura jamais. Okay? Bon. Parce que je n'ai pas à y dire ça. Je comprenez-vous? C'est important parce que sinon, ça devient plus un mentorat, ça devient un autre genre de rôle. Ça peut être un rôle de plus de conseiller ou de consultant ou de client dit des niaiseries. Puis là, le consultant dit ben non, on ne fait pas ça, regarde, tu vas te planter, puis ça, puis ça. Avec Jérémy, je pose mes questions, je donne mes avis, c'est ça. Finalement, il prend sa décision. Moi, je suis là pour le soutenir inconditionnellement. Et s'il se plante, puis s'il fait mal, si ça souffre, je le sais qu'il va revenir 2 semaines après, puis qu'il va me dire, je pense qu'on me suis trompé, qu'on reprend tout ça. Et là, on reprend, puis on continue. Puis là, finalement, il reprend une autre décision, une autre orientation. Puis voilà, c'est comme ça. Alors, je me libère complètement de ce genre de réflexion-là. Est-ce que je suis en accord ou en désaccord avec ce que Jérémy pense? I don't care. J'adore, j'adore. On va aller à Marie-Janelle parce qu'il y a des questions justement pour vous. Marie-Janelle? Oui, on a quelqu'un qui demande comment se passe une première rencontre entre un mentor et son mentoré. Et j'ajouterais par rapport à cette question-là, peut-être justement, lors de cette première rencontre-là, comment on sait, ah oui, j'ai le bon mentor ou je peux apporter quelque chose à ce mentoré. Merci. Je vous laisse la parole, Denis. Bien voilà, il faut que ça soit d'abord dans un environnement favorable. Ça ne doit pas se faire dans un environnement trop formel. Le seul objectif d'une première rencontre, c'est le fit. Le fit se fait d'abord par les yeux, 20 millièmes de seconde dans le cerveau pour savoir si la personne qui est devant nous, on a un certain intérêt, une certaine attraction. Et ensuite, tout ce qu'on veut savoir dans cette rencontre-là, c'est autant que possible, c'est qui la personne qui est devant moi. Moi, c'est des mentorés que j'accompagne. C'est d'abord et avant tout la personne. Son projet, ça vient après. Parce qu'un projet d'entrepreneuriat, pour moi, c'est simplement un prétexte pour exprimer le potentiel personnel qu'un individu a. Alors, le projet, on en discute en phase 2. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Phase 3, 3 sujets d'anxiété ou d'angoisse immédiat pour pouvoir enlever la pression. Et là, c'est parti. Et si ce fit-là n'est pas là, il y a une question sérieuse à se poser. Est-ce qu'on est vraiment capable et apte mutuellement de poursuivre cette démarche-là qui peut amener à des niveaux je dirais, d'intimité extrêmement élevés. Là. Okay, ça va jusqu'aux sentiments, aux émotions. Tout ça doit passer dans la machine. Et avec Jérémy, il sait, Jérémy, on a passé des périodes difficiles, lui et moi, parce que le contexte externe incontrôlable était là. Alors, on va séparer ça. Ce qu'on contrôle, on va s'en occuper. Puis ce qu'on ne contrôle pas, bien là, on va vivre avec. C'est tout. Ce que j'entends beaucoup, c'est le non-jugement, encore une fois. C'est le non-jugement, puis juste d'être ensemble, juste de savoir qu'on peut parler à quelqu'un. Jérémy, qu'est-ce que vous pensez de cela? Si vous aviez, vous, à répondre à la question, comment vous vous êtes senti au contact premier, les quelques secondes, justement, avec Denis? Je vais répondre à la question en 2 volets. Je vais répondre par rapport à mon feeling dans le 2e volet, mais le premier volet, c'est qu'avec le réseau M aussi, il y a une entente pour le mentor, c'est-à-dire qu'il nous propose une personne, il nous propose une rencontre, et on n'est pas obligé d'accepter la relation mentorale. On peut dire qu'on n'est pas à l'aise avec cette personne, ou si on est à l'aise, on continue. Si on n'est pas à l'aise, ils vont nous trouver une autre personne. Fait qu'on a eu une première rencontre, puis justement, là, je vais parler du sentiment. Moi, je me suis senti tout de suite à l'aise avec Denis. Parce que moi, personnellement, ben, je peux prendre quelques minutes pour en parler, mais j'ai la difficulté avec les définitions, les règles, les normes, catégoriser d'une telle façon.
Puis Denis, je n'ai pas senti ça avec lui. C'est que j'ai senti qu'il était capable de comprendre toutes les dimensions de ma personne. C'est-à-dire on est plein de choses, on est plein d'intérêts, on est complexe. On n'est pas juste un entrepreneur, on n'est pas juste un homme ou une femme, on est plusieurs facettes. Et avec Denis, qu'est-ce qui m'a charmé, c'est qu'il a pu comprendre, avec son expérience, il peut comprendre mon côté entrepreneur, il peut comprendre mon côté carriériste, il peut comprendre mon côté académique. Puis le plus important, je pense que avec Denis, c'est que Denis sait consciemment que je suis plus que qu'est-ce qu'il peut percevoir. C'est ça l'essence. C'est ça qui m'a charmé chez lui, c'est qu'il était ouvert à découvrir. La personne que vous êtes sous toutes ses facettes, sans être jugé. Justement, ça m'amène, vous savez, j'ai un écho, c'est les valeurs. Les valeurs de Denis, les vôtres, ben, vous vous êtes retrouvés sans avoir à le mentionner, c'est tes valeurs, mes valeurs, etc. Donc, j'ai cru comprendre que vous ne mentionniez jamais, comme beaucoup d'entreprises le font, vous savez, des fois on rentre dans des entreprises, puis sur le mur, il y a les valeurs de l'entreprise, ce qui catégorise cette entreprise. Mais vous êtes plus dans l'action. Comment ça s'incarne dans votre entreprise au quotidien, Jérémy? Comment ces valeurs-là, vous les représentez? Pour l'audience, ben, vous l'avez bien mentionné, mais je vais juste préciser. C'est justement nous, chez Livres House ou chez Maison Livres, c'est pas des mots qu'on met sur la porte, c'est pas nécessairement un drapeau ou une affiche, puis on dit qu'on est tel, on essaie de l'exécuter. J'ai vraiment la difficulté avec le mot valeur, surtout au niveau personnel. Fait que je préfère de parler peut-être de Maison Livres ou de Livres House pour vous aider à mieux me définir dans mon échelle de valeur, disons. Livres Strauss, c'est vraiment une entreprise au service des utilisateurs et des personnes. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas les personnes qui sont au service de l'entreprise. Nous, qu'est-ce qu'on cherche chez Livres Strauss? C'est vraiment de la légèreté. On n'a pas de MS Project, on n'a pas de SAP, on n'a pas de Jira. Et pourtant, moi, je suis un PMP, je viens de cette culture qu'on veut tout catégoriser, on veut tout planifier, on veut tout mettre dans des cases, dans une feuille Excel. Mais pour l'instant, chez LivSauce, nous, c'est plus des post-it et de la motivation. C'est ça qui nous drive. C'est l'intelligence collective, je crois. Cette intelligence collective qui vous nourrit ensemble. Je pense que vous l'avez mentionné aussi. C'est beaucoup le fait de collaborer, de travailler, d'aller chercher le meilleur de tous. C'est ça, c'est au service des autres. Et non pas... On ne veut pas comme se mettre trop de contraintes. On veut vraiment être plus spontané et vraiment épouser le présent ou qu'est-ce qui se passe dans notre environnement. On essaie de faire des choses un peu rapides. Parfois, les gens nous demandent est-ce qu'on peut scaler sans ça? Est-ce qu'on peut grandir sans ces logiciels de gestion ou ces techniques de gestion? Moi, je me demande plutôt chez Leaves, comme cofondateur ou comme président, qu'est-ce que je me demande, c'est plus si on scale sur des vies plus grands, est-ce qu'on aura plus de bonheur? Est-ce qu'il y aura plus de soleil dans notre journée? Certaines personnes vont nous dire vous êtes toujours en mode startup, vous êtes toujours en train, on dirait, de toujours réagir, vous êtes toujours en réaction. Moi, je me dis so what? Et puis, là, on est comme ça, puis on l'assume. Comme ça. J'ai l'impression vraiment de voir Denis parler, c'est pareil. Non, pas du tout. C'est tout Jérémy qui m'a appris ça, mais si je peux mettre mon petit grain de sel, parce que je suis professeur, je suis conseiller en management, alors depuis 29 ans, alors j'ai rencontré bien des styles de leadership, des styles de culture d'entreprise, des planifications stratégiques, je dois en faire une cinquantaine, puis effectivement, quand on voit l'approche de Jérémy, c'est une application de l'humanisme réel. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui est un peu holocratique. Alors, c'est la preuve quand même que ça peut fonctionner en croissance dans une situation de pandémie, que cet appel à tous, ce niveau de démocratie interne dans les activités font dans la façon de gérer et d'exercer son leadership du côté de Jérémy, c'est de la conscience au présent.
Alors, c'est vraiment si j'avais à mettre une valeur, ne t'en déplaise, mon cher Jérémy, je dirais que l'humanisme et la démocratie, c'est vraiment deux valeurs fondamentales dans toute la philosophie de gestion, le mode d'organisation de travail et tout le reste de Jérémy et de son équipe. Alors, c'est ce que vous dites, c'est pas une mode chez Jérémy non. ou avec Jérémy, c'est vraiment un état d'être. On va aller voir Marie-Janelle parce qu'apparemment, il y a aussi des questions encore pour vous. Oui, on a Rina Marchand qui demande est-ce qu'il y a eu un moment dans vos rencontres où, dans le fond, Jérémy et Denis, vous avez senti que vous avez vraiment passé un cap important là, dans le niveau des échanges ou de confiance, donc un point tournant finalement dans votre relation? Jérémy? Une réponse en tête pendant que je réfléchis? Allez-y spontanément, c'est ce que vous spontanément, moi, je vous dirais oui, il y a eu un moment absolument important dans notre relation, c'est le premier 5 minutes. Le reste, c'est toute de la continuité, c'est de la folie, mais ça a toujours été par sujet quand même. On fait des choses sérieusement. Chaque rencontre, je demande à Jérémy de préparer quand même certains éléments d'angoisse, d'anxiété, de sujets de discussion qu'il souhaite passer avec moi pendant 1 heure et demie. Donc, on a une certaine préparation. On peut dériver en cours de route. Moi, je suis très adepte du zigzag en matière de conversation. Je trouve qu'on peut se promener à gauche, à droite. On voit du décor, d'ailleurs, quand on fait ça, plutôt que quand on reste sur l'autoroute bien droite, vous savez. Alors, ça permet des conversations qui sont de même. Et honnêtement, avec Jérémy, ça a toujours été en croissance. Je mets le mois de mars un peu distinctement parce que là, il y a eu un gros choc, littéralement. Il y avait un trauma là, organisationnel, entrepreneurial. Qu'est-ce que je fais là? D'une heure à l'autre, tu n'as plus de revenus. Là. Tout est fermé, tu n'as plus de clients, les employés sont plus là. Alors, ces périodes-là ont été vraiment difficiles. Mais grâce à Jérémy qui a fait ses pivots, on a changé les permis d'occupation par la suite, on a imaginé une autre façon de contacter la clientèle. Donc ça, c'était des moments difficiles, mais qui ont toujours, sincèrement, avec Jérémy, abouti à quelque chose de nouveau et de meilleur. C'est beau, c'est beau. Jérémy, j'aimerais pour conclure justement en 1 minute, vous aviez dit quelque chose à un moment donné, j'ai trouvé ça exquis. Vous avez défini Denis comme étant, vous avez fait une analogie entre Denis, parce que je vous disais, qu'est-ce que vous avez gagné avec votre mentor? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et vous avez fait une analogie, je vais voir si vous vous en rappelez, sinon je vais vous le rappeler, parce que c'est exquis. Vous avez parlé d'argent, rappelez-vous. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire, dans le fond, mais je peux peut-être l'exprimer d'une autre façon. Allez-y. Dans le fond, Denis, c'est vraiment, c'est aussi une relation, dans la relation de mentorat, c'est aussi, comment dire ça, c'est pertinent. C'est vraiment un support comme, parce que les mentors ne sont pas là vraiment pour faire le travail. C'est-à-dire que c'est l'entrepreneur qui est là pour exécuter ses idées, pour mettre en application les concepts qu'il veut faire. Et Denis, c'est vraiment une aide, comme disons, j'ai toujours le sentiment qu'il est là pour m'aider. Mais il ne va pas m'aider dans l'entreprise, mais je sens toujours qu'il est là. C'est comme c'est virtuel. C'est pas comme, il n'est pas là en pratique pour m'aider à faire le travail. C'est comme, peut-être pas la bonne analogie, mais je disais, c'est comme avoir $1 million dans son compte ou $0 dans son compte de banque. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler, que j'aille 1 million dans mon compte ou 0, ça ne change rien. Mais psychologiquement, avoir un coussin ou avoir Denis dans son entourage, dans son équipe, être bien entouré, je pense que ça nous pousse souvent à prendre des décisions plus éclairées. Souvent, ça peut aussi nous permettre de prendre des risques qu'on ne prendrait pas. Essayer des choses qu'on n'aurait pas, comme aujourd'hui, moi, ça sort complètement de ma zone de confort de parler ici en public, mais étant donné que Denis est là, ben je suis là aujourd'hui grâce à lui. Mais c'est génial. En tout cas, messieurs, j'aimerais vraiment vous remercier. Beau tandem, belle relation en si peu de temps, parce que quand on y pense, c'est seulement une relation de 2 ans, mais c'est une relation, on a l'impression, qui était vouée depuis le début à exister.
Puis, encore une fois, la confiance vous a amené, Jérémie, à trouver vos solutions, vos idées pour faire en sorte que vous puissiez pivoter dans un moment aussi difficile que cette pandémie. Elle vous a appris à repenser, mais Denis a été là pour vous accompagner. Merci infiniment pour votre témoignage. On va passer maintenant, je vais accueillir notre deuxième tandem mentor-mentoré. Ils sont ensemble depuis 4 ans. Je vous présente M. Paul Ouellet, formateur et chef mentor au réseau Mentorat, et de Béatrice Turcotte-Ouellet, et je précise qu'ils ne sont pas en lien familiaux, fondatrice et directrice générale de l'organisme communautaire, le diplôme avant la médaille. Le diplôme avant la médaille a pour mission de favoriser la persévérance et la réussite scolaire des élèves à risque de décrochage, en utilisant le sport comme levier d'intervention. Bonjour à vous deux et bienvenue parmi nous. Ma première question... Bonjour, je m'excuse. Bonjour, Paul. Bonjour. Ma première question va aller à Paul, bien sûr, comme je l'ai fait avec Denis. J'aimerais que vous nous décriviez qui est votre mentorée, Béatrice. Qui est-elle? D'accord. Alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que j'ai bien écouté Jérémie. Jérémie nous a dit qu'il aimait penser hors catégorie. Alors, Béatrice Turcotte est une entrepreneure toute hors catégorie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et habituellement, dans une start-up, ce qu'on voit comme cycle normal pour la démarrer, ça prend quelqu'un qui ne se contente pas du statu quo. Hein? C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose de nouveau, qui n'existe pas. Alors ça, Béatrice a eu ce coup de génie à 18 ans. Elle vous expliquera comment c'est arrivé. Mais pour arriver au résultat qu'elle a, c'est qu'il faut aussi développer un produit, un service. Il faut le concevoir. Après ça, il faut le mettre sur le marché. Il faut que quelqu'un accepte ce produit ou ce service. Et en 4e phase, bien là, on se dit, oh, on pourrait peut-être donner de l'expansion. Ah, on rêve d'aller plus haut, plus loin. Bien, je vous raconte un peu l'histoire de Béatrice et vous allez voir qu'elle correspond exactement à ces 4 phases-là. Je vais lui laisser la phase du refus du statu quo. Elle va vous l'expliquer. À 18 ans, elle a refusé un statu quo. Et de 18 à 22 ans, seule, pendant ses études, elle a conçu un programme, elle l'a mis sur pied, elle l'a documenté, elle a mobilisé toute une école d'accompagnement. Je vais lui laisser lui expliquer elle-même son produit. Et si bien qu'à 22 ans, elle a fait ça pendant 4 ans bénévolement, sans revenu, tout en étudiant. Et à 22 ans, elle est allée chez Entrepreneuriat Laval et à Entrepreneuriat Laval, lui ont fait découvrir qu'elle pouvait s'incorporer en organisme sans but lucratif, donc avoir une corporation, la 3e loi des compagnies, oui. Et à partir de ça, créer vraiment, se mobiliser et avoir des rêves de pas seulement avoir un programme dans une école, mais d'avoir des rêves de s'implanter partout. Alors, ce que je voulais vous dire, moi, j'ai rencontré Béatrice, elle avait 22 ans. Et elle venait de constituer son organisme, le diplôme avant la médaille. Et de 22 à 24 ans, elle a, à 26 ans, parce qu'elle a maintenant 26 ans, je peux dévoiler son âge, ça ne vous dérangera pas trop, Béatrice. 4 autres années pour développer son programme, si bien qu'aujourd'hui, diplôme avant la médaille est présent dans 3 écoles secondaires, vient de signer dans une école primaire, a des projets pour une 4e école secondaire l'an prochain. Et aujourd'hui, c'est 7 emplois permanents et à temps partiel. C'est 40 coachs de sport formés pour faire de la suppléance, même, je dirais, aux parents qui n'ont pas moyen de suivre leurs enfants. C'est 150 tuteurs qui sont mobilisés dans l'accompagnement de 370 jeunes pour les aider à se découvrir et réaliser leurs rêves dans la vie. Alors, c'est à peu près ça, Béatrice. Ça fait que ça vous laisse supposer toutes les... Imaginez ce que ça prend autour de ça comme qualité, là, pour créer
constituer, organiser, planifier, structurer, vendre, convaincre, etc. Et ce n'est pas pour rien que Béatrice, et je termine là-dessus, à 19 ans, elle avait gagné la bourse de la Chambre de commerce de Québec, le prix national de Force Avenir, la bourse de leadership de l'Université Laval. À 22 ans, elle gagnait le prix national de Ose entreprendre dans la catégorie entrepreneuriat étudiant. Wow. Et puis, en 2017, le diplôme avant les médailles est devenu premier prix du concours canadien de l'Industrielle Alliance. Wow. Là, elle vient d'en gagner un autre, Béatrice, que il m'en manque un. On ne peut pas le dire encore, c'est bon. On ne peut pas le dire, mais suivez les médias, Béatrice vient de gagner un autre prix important au niveau du Québec. Alors voilà, c'est présenté. C'est ma mentorie. Alors, voilà. Justement, vous avez fait un travail extraordinaire parce que c'est vraiment, pendant que vous parliez, on voyait l'évolution de la personne et tout ce que ça peut prendre justement comme aptitude et non pas juste comme compétences. Les compétences sont là, bien sûr, mais les aptitudes et le caractère. D'ailleurs, je vais me tourner vers vous, Béatrice, et vous demander, vous savez combien de fois on entend des entrepreneurs avoir de la difficulté à recevoir comment je dirais ça, to be praised, hein, de se faire complimenter. On a de la difficulté, puis j'entends trop souvent ce mot, l'imposteur, et puis avoir le sentiment d'imposteur. Vous, comment vous sentez-vous après avoir entendu Paul vous décrire? Est-ce que... Ah, je suis fière. Allez-y. En fait, ça vient vraiment avec... ça vient vraiment avec le sentiment d'avoir un mentor, ça te donne confiance en toi aussi. Je pensais pas que Paul allait parler de tous les prix et tout ça, mais ça remet de la confiance. C'est ça, on fait pas ça pour les prix, on fait pas ça. Quand j'ai commencé ça à 18 ans, je pensais même pas en faire mon métier, mais d'avoir des gens comme Paul qui t'accompagnent là-dedans, qui fait quasiment plus confiance en ce que tu fais puis à tes décisions que toi-même, parce que j'étais jeune, c'est ce qui fait que j'ai pu m'épanouir dans le rôle que j'ai maintenant, là. Donc, quand vous avez créé votre organisme, avant la médaille, le diplôme, avant la médaille, je trouve le titre extraordinaire parce que ça fait réfléchir aussi, que vous avez d'ailleurs fondé très jeune. On dit souvent que les entrepreneurs n'acceptent pas le statu quo. Et je vais faire aussi un parallèle parce que souvent, entrepreneur, quand on est dans une entreprise à économie sociale, on ne pense pas toujours qu'on est entrepreneur. Et c'est sans doute encore plus vrai, d'ailleurs. C'est pour ça que je mets l'emphase pour les entrepreneurs sociaux. Mm-hmm. Alors, quel problème avez-vous eu envie de solutionner lorsque vous êtes allé chercher votre mentor? Oui, bien, moi, en 2011, j'étais entraîneur de basket à l'école secondaire Vanier dans la ville de Québec, en Basse-Ville. Et c'était une école à ce moment-là qui avait un taux de décrochage scolaire d'environ 60 %. Donc, c'était quand même un grand défi là, pour les jeunes à cette école. La première année, j'ai vraiment entraîné le basket comme n'importe quel entraîneur de basket, là, dans le gymnase avec les jeunes, les matchs, les pratiques. Puis l'année suivante, j'ai ouvert le gymnase à tous les jeunes pour voir combien d'équipes de basketball qu'on pouvait faire. C'est une petite école de 350 jeunes, donc je voulais faire mousser un peu ce sport-là. Et j'ai demandé aux 50 jeunes qui étaient là de se placer par groupe selon le secondaire qu'ils étaient pour voir les niveaux d'âge qu'on avait pour faire les équipes. Et il y a un jeune, il est venu me voir et il m'a demandé est-ce qu'on se place selon le secondaire qu'on est ou celui qu'on serait supposé être. Donc, là, ça m'a questionné. Je leur ai demandé de se placer selon les deux façons et la moitié ont changé de groupe. Donc, la moitié avait déjà redoublé au moins une année scolaire. Puis là, ben, je suis revenue chez moi, je réfléchissais à ça. Moi, durant mon adolescence, je jouais au basket. Puis le film Coach Carter m'avait beaucoup inspirée. Puis je me suis dit, si cette personne-là, c'était un fait vécu, si cette personne-là a réussi à faire ça, pourquoi moi, je ne pourrais pas faire ça aussi? Les filles que j'entraînais avaient 16-17 ans, moi, j'en avais 18. Moi, j'avais beaucoup de facilité à l'école. Ce n'était pas une difficulté, l'école. J'étais au cégep, je m'en allais vers l'université. Puis les filles que je coachais, j'entraînais, avaient de la difficulté à l'école. Puis quand on leur demandait qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, ne savaient pas nécessairement qu'est-ce qu'elles voulaient faire, n'envisageaient pas nécessairement les mêmes perspectives d'avenir que moi, je pouvais envisager de faire un DEP, d'aller chercher une technique à l'université, parce qu'elles avaient de la difficulté à l'école, mais elles n'étaient pas moins bien, je ne sais pas comment dire,
Elles avaient autant le droit que moi d'aller au cégep et à l'université. Elles avaient autant la capacité que moi d'y aller. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui m'a frappée. Je me suis dit, c'est des filles de mon âge. Elles devraient pouvoir rêver aux mêmes choses que moi. Puis si c'est pas l'université, puis c'est un DEP, c'est bien correct, mais qu'elles rêvent à quelque chose par rapport à aller chercher un emploi plus tard. Donc, c'est vraiment comme ça, le diplôme avant la médaille a pris pied en 2012 de cette façon-là, avec les 12 jeunes filles que j'entraînais. Et d'année après année, ça donnait des résultats. Donc, on a ajouté les garçons, qui ont été un autre défi. Et donc, c'est ça a grandi. Mais vraiment, le diplôme avant la médaille, c'est contrer le décrochage scolaire. Je pense que c'est très d'actualité présentement aussi avec ce qui se passe avec la pandémie. Mais c'est plus que ça. C'est pas seulement d'aller chercher un diplôme d'études secondaires, c'est de mettre des efforts pour ce que tu veux dans la vie. Le diplôme avant la médaille, c'est quand tu as des échecs, tu dois aller chercher des aides aux devoirs pour avoir accès à ton temps de jeu, pour être récompensé par ton temps de jeu. Donc, c'est là qu'on vient chercher le levier très, très intéressant auprès des jeunes. Mais c'est pour les amener finalement dans la vie de tous les jours, dans leur travail, le cégep, l'université, à je veux quelque chose, je vais faire un effort, je vais aller me chercher de l'aide pour faire cet effort-là et je vais y arriver de cette façon-là. Superbe. Superbe. C'est tellement important ce que vous dites parce que c'est vrai que ce n'est pas juste une question de décrochage. Il y a une multitude de raisons qui font que nos jeunes décrochent et pas parce qu'ils n'ont pas la compétence ou l'intelligence, mais et c'est ça que vous allez chercher à travers des choses qui vont leur donner le goût de se dépasser. C'est de voir des modèles, encore une fois, c'est la modélisation. Paul, de façon courte, parce que ça peut être très profond ce que je vais vous demander, ça peut être même assez large comme réponse, mais vous qui êtes dans le domaine de l'économie sociale, vous êtes reconnu, vous êtes actif dans l'économie spéciale au Québec, sociale, pardon. Vous avez d'ailleurs été aussi le directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins pendant plusieurs années. Comment est-ce que vous définissez ce que c'est que l'économie sociale et ce qu'elle représente au Québec de façon courte? Alors, je vais être encore plus court parce que je veux ajouter un élément à ce que Béatrice a dit. Cette école-là, c'est 40 nations. C'est l'école qui reçoit à Québec, qui recevait et qui reçoit encore le plus de familles immigrantes et surtout le plus de familles de réfugiés. C'est donc, on parle de taux de diplomation, mais on parle d'intégration. Et Béatrice va pouvoir vous en donner quelques échos. C'est incroyable. C'est un défi social auquel elle s'est attaquée d'une façon tout à fait géniale. Ceci dit, bon, il ne faut pas que toutes les fleurs retombent sur Béatrice. L'économie sociale au Québec, écoutez, c'est 3600 coopératives et c'est 7000 à peu près 500 OBNL, organismes à but non lucratif, mais qui ont une vocation entrepreneuriale, c'est-à-dire qui se définissent comme entreprises, comme entrepreneurs, comme avec des projets de développement, d'expansion, avec un peu ce que Béatrice est. Béatrice aurait pu se contenter d'être une coach dans une école pendant 4-5 ans, fermer des livres, puis non. Elle a dit, ce que je fais là, c'est tellement important que je vais en faire une entreprise. Je vais en faire un truc là, qui fait qu'il y a 370 jeunes qui reçoivent des services. C'est incroyable. Alors, des OBNL au Québec, il y en a 65 000. Wow! Mais des OBNL qui ont une vocation entrepreneuriale, il y en a à peu près 7 500. Quand même. Là, vous pouvez penser à des, mettons, il y a des entreprises de cirque à Montréal, là, c'est des OBNL. N'oubliez jamais que le Cirque du Soleil, ça a fini avec Guy Laliberté qui l'a vendu, mais ça a démarré comme OBNL à Baie-Saint-Paul. Et s'il n'y avait pas eu ce démarrage, cette flamme, cette passion, d'un groupe de jeunes qui, par la suite, l'ont transformé en entreprise privée, mais l'élément de démarrage, ça a été un OBNL. Puis l'inverse est aussi vrai. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans la bourse du carbone, qui avait une petite entreprise privée, qui maintenant est converti en coopérative. Alors, il n'y a pas de sectarisme dans ça. Ce qu'il faut, c'est une perspective. Et l'économie sociale, et je termine là-dessus, c'est la liaison entre un besoin social, environnemental, impact, et une prise en charge plus collective par ce qu'on appelle la propriété collective. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment, non, sérieusement, c'est clair parce que je ne m'attendais pas à voir autant d'entreprises qui sont à caractère, justement, économie sociale. Puis, on va revenir sur la nécessité, justement, de penser à mentor à ça aussi, parce qu'on pense toujours mentor avec une entreprise qui a un impact social.
Mais on va aller à Marie-Janelle parce qu'il y a une question. Marie-Janelle? Oui, on avait Audrey Lisotte qui demande est-ce que le service de mentor-mentoré existe dans la phase de pré-démarrage d'une entreprise? Donc, comment ou quand on décide de trouver un mentor, à quelle étape dans notre entreprise? Est-ce qu'on peut le faire vraiment en amont avant même d'avoir démarré l'entreprise? Eh bien, là-dessus, je ne peux pas, je ne suis pas représentant de toutes les 50 sections du mentorat au Québec, mais ce que je peux dire de ce que je connais et dans notre service, là, non, on ne fait pas de mentorat au pré-démarrage. Nous, on fait du mentorat. Il faut que l'idée soit un peu plus structurée que ça. Il faut vraiment, on n'est pas... Il faut qu'il y ait un projet là, plus d'entrepreneurial, un peu plus défini que ça. Là. Donc, on n'est pas un incubateur d'idéation. Peut-être, je ne sais pas pour Denis s'il y a d'autres expériences, là, mais parce que ça risque de ne pas durer très longtemps, il faut vraiment avoir une... Tout à fait, un projet. Mais justement, je pense que la personne qui vient de poser la question pourrait aussi appeler justement Réseau Mentorat parce que les réponses vont être données, puis c'est probablement sur le site. Mais je vais revenir justement à vous, Béatrice. C'est quand vous avez, vous, décidé d'avoir un mentor? À quel moment vous avez senti ce besoin? Moi, ben, c'est ça. J'ai commencé le diplôme avant la médaille en 2012. Puis, en 2016, j'ai décidé d'en faire un organisme communautaire un organisme à but non lucratif pour me lancer là-dedans à temps plein puis essayer d'aider plus de jeunes. Et là, moi, j'étais en train de faire un baccalauréat en service social et j'étais beaucoup dans l'intervention directement avec les jeunes, donc les compétences de budget, de comptabilité, d'administration, de gestion ressources humaines, tout ça, c'était pas connu. Puis c'est vraiment là, je trouvais que je vais le dire très honnêtement, je manquais de compétences et d'outils pour faire ce que je voulais faire. Donc, autant qu'on veut amener les jeunes chez DAM à aller chercher de l'aide quand il y en a besoin, bien moi, je suis allée chercher de l'aide parce que j'en avais besoin. Donc, c'est là vraiment que je me suis dit, bien oui, un mentor, ça pourrait m'aider, ça va m'aider à réfléchir, ça va m'aider à mieux comprendre le secteur des OBNL et tout ça parce que c'était un petit peu nouveau pour moi aussi. Donc, c'est vraiment ça là, que ça m'a amené le mentorat, là, c'est vraiment d'avoir plus de compétences, plus d'outils avec Paul qui se connaît très bien. Et donc, ça m'a aidé justement à concrétiser mon idée parce que c'est bien beau d'avoir une idée puis de le faire, mais au final, si je n'étais pas allée chercher le mentorat, je ne suis pas sûre que je serais la même directrice générale que je suis à l'heure actuelle, mettons. Puis c'est important d'être un bon dirigeant d'organisme communautaire, si je peux dire, pour être capable de bien épauler nos employés, être capable de rendre un bon service de qualité auprès des écoles partenaires, etc. Donc, c'est vraiment ça que ça l'a amené. C'est très important ce que vous venez de dire, justement, parce qu'on le voit hein, dans le développement, on n'a pas tous les outils, on n'a pas toujours toutes les compétences. On sait qu'on est capable de le faire, mais on ne sait pas souvent comment. Donc, c'est important d'aller chercher, de demander de l'aide. On le dit souvent, demander de l'aide. Paul, vous mentorez les directeurs généraux des OBNL et non les autres directeurs ni les CA. Quel type de mentorat vous êtes capable d'offrir à ces dirigeants d'organismes, justement? Quel genre de mentorat? Je vous dirais qu'au niveau des directeurs généraux, là, tout ce que Denis a dit sur comment il se comportait, là, je l'ai bien écouté, qu'est-ce qu'il faisait, il posait des questions, etc. Je trouve qu'il y a un excellent profil de mentor. Et c'est ça qu'on fait. C'est ce que Denis nous proposait tout à l'heure qu'on fait. Mais on le fait avec des directeurs généraux qui sont dans un contexte qui est seulement un peu différent. C'est-à-dire que là, comme il y a des entrepreneurs qui ont des boards avec lesquels ils doivent dealer, bien là, notre directeur, lui, il a un conseil d'administration avec lequel il doit dealer avec ça. Son leadership ne peut pas être un leadership de « je pense à ceci, je le fais dans les 5 minutes suivantes ». Il dit « bien là, il faut qu'il y ait je dois enclencher un processus de conviction, de vente de son produit à son board, à son conseil d'administration ». Enfin, il y a des éléments de contextualisation comme ça. Mais fondamentalement, la position mentorale est la même. Et nous, au réseau, on vise les directeurs généraux ou souvent dans les petites entreprises qui démarrent, des fois, il n'y a pas de DG, mais ça va être le président. Enfin, la personne qui occupe, qui prend la place, qui prend la charge. Et des fois, ça peut être même 2 personnes dans certaines coopératives de travail. Parce qu'on vise la personne là, qui fait lever,
fait lever la part. Et qui doit rendre des comptes aussi, Paul. Et qui doit rendre des comptes et qui doit faire la synthèse entre la... Tout à fait. Béatrice, est-ce que vous sentez que vous avez évolué en tant qu'entrepreneur? Et si vous pouvez nous dire en 2 minutes, et surtout à quel niveau le fait d'avoir justement Paul comme mentor? Mais Paul, vous avez vu, là, il me fait beaucoup confiance. Il croit en moi. Je veux dire, je pense que ça se voit quand il parle de moi. Puis moi, à chaque fois, quand j'avais un parcours d'entrepreneur, c'est avec des hauts et des bas. Puis quand j'avais des hauts, j'étais contente de le dire à Paul, puis on célébrait ensemble. Puis quand j'avais des bas, ben, Paul était là pour me remonter, puis me dire que j'étais bonne, j'étais capable, puis ça allait bien aller. Donc oui, vraiment, le mentorat, je pense que c'est ça, c'est d'avoir une personne neutre avec toi qui te permet d'exprimer tout ce que tu as besoin d'exprimer, qui va te permettre de réfléchir. Souvent, je me rendais compte, justement, un peu comme Denis disait, Paul me posait des questions, faisait son rôle de mentor, et finalement, je préférais réfléchir à 2 que réfléchir tout seul parce que, bon, ça amène de voir que mes réflexions avaient du sens, finalement. Donc, ça me donne de la confiance en moi et ça m'a permis vraiment de m'adjoindre de plusieurs personnes, finalement, d'avoir les compétences pour être avec plusieurs personnes. Puis aujourd'hui, c'est ce qui fait que cette année, il y a quand même 250 personnes qui se regroupent autour des jeunes pour leur dire on croit en vous, on croit que vous êtes capable, que vous soyez, justement, Paul en parlait tantôt, que vous soyez immigrants qui arrivent ici, qui doivent apprendre le français, reculer d'années parce que c'est un très long parcours, c'est un parcours très difficile. Bien, on est capable, vous êtes capable, on croit en vous. Il y a des tuteurs bénévoles qui sont nés ici au Québec, qui peuvent vous aider à apprendre le français. Donc, je pense que ça, vraiment, ça m'a amené à justement être capable de m'entourer d'une équipe qui est très compétente présentement puis qui fait la différence auprès des jeunes. Et encore, qui a les mêmes valeurs, le même objectif, la même volonté. Vous y allez par compétence, mais aussi par fit. Si je devais vous demander rapidement, Béatrice, vous voyez votre entreprise où? Je sais que ce n'est pas simple aujourd'hui de poser cette question dans 5 ans, dans 10 ans, mais je suis certaine que vous avez un objectif ou des objectifs, mais un objectif à moyen, long terme. C'est quoi? Oui, bien, en fait, moi, quand je me suis lancée dans DAM en 2016 à temps plein, c'est parce que je voulais vraiment aider le plus de jeunes possible. Puis je pense que des jeunes, il y en a beaucoup au Québec, il y en a beaucoup un peu partout, mais tous les jeunes ont besoin de personnes pour les croire en eux, les encadrer et tout ça. Donc, cette année, on est partenaire avec 3 écoles secondaires. C'est nouveau qu'on est partenaire avec une école au primaire. Donc, on veut vraiment agir en amont. Dès l'année prochaine, on va être partenaire avec une autre école secondaire de la région de Québec. Mais également, on aimerait ça aller dans d'autres régions du Québec d'ici les prochaines années. Donc, toujours dans l'optique de, oui, se développer, mais bien se développer aussi pour répondre aux besoins des jeunes. Depuis 2012, il y a quand même 95 % des 400 élèves athlètes qu'on a soutenus qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires ou qui ont poursuivi leurs études en vue de l'obtenir. Donc, ça fait une différence, mais si ça fait une différence, c'est parce que c'est une intervention très, très personnalisée auprès du jeune. On met beaucoup de personnes autour de lui. Donc, on veut continuer de bien faire les choses tout en se développant. Comme n'importe quel OBNL, on a besoin de moyens financiers, mais aussi de qualité autour des jeunes. Absolument. Puis vous faites un peu ce que Paul fait avec vous. Vous êtes vraiment la représentation de l'accompagnement quasiment avec chacun de ces jeunes pour ses besoins personnels. Paul, 1 minute, même pas, mais est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de dire Béatrice, s'il vous plaît? Oui, bien, écoutez, c'est un plaisir de rencontrer Béatrice. Hein? Vous comprenez que ce n'est pas fatigant, ce n'est pas inintéressant. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans le programme que Béatrice a mis au point, le symbole est important. Alors, les jeunes qui ont réussi, qui sont rendus au cégep et à l'université, sont intégrés dans la communauté de dames pour servir de modèle et d'inspiration. Bravo. Comme vous, Mme Henkel, vous êtes un modèle d'inspiration pour beaucoup de femmes au Québec. Et vous avez des effets sans même savoir sur qui. Bien, chez dames, cette communauté symbolique est très importante. Et, seulement les dames? Seulement les dames, j'inspire? Non, ben, écoute, vous le confierez, c'est parce que j'ai rencontré une mentorée qui m'a dit, moi, la personne qui m'a inspiré à devenir entrepreneur, c'est parce que j'ai rencontré Mme Henkel, la femme essor, elle a donné une conférence, je suis sorti de là en me disant, si elle est capable, je suis capable. Et maintenant, cette personne-là est mentorée et développe un organisme
directrice d'un organisme sans but lucratif qui a de l'ambition pour couvrir le Québec. C'est incroyable. Ça, c'est, vous savez, ça, c'est ma paye à moi aussi, un peu comme vous, Paul et Denis. D'ailleurs, je vous remercie à tous les quatre. Je vous remercie, Paul, Béatrice, Jérémy, Denis, d'avoir été présents et de partager aujourd'hui vos passions respectives et surtout de démontrer à quel point l'accompagnement, la confiance, le développement est possible, le pivot est possible, la créativité quand on est bien avec quelqu'un en qui on a confiance. Restez avec nous parce que c'est ce qui conclut pour l'instant. J'aimerais aussi remercier nos fidèles téléspectateurs et auditeurs et auditrices. Je vous demanderai de partager ces bonnes nouvelles pour montrer que c'est possible, surtout dans des moments difficiles comme cette pandémie-là, et de montrer à quel point l'accompagnement du réseau M est important, du réseau Mentorat, pardon. Je voudrais aussi vous dire que Daniellekel.tv, en discutant avec Réseau Mentorat, on a découvert des petites pépites. Alors, soyez attentifs. Vous allez le retrouver aussi en dessous de cette page. Ça va être aussi sur les sites respectifs de Réseau Mentorat et de Daniellekel.tv. Mais écoutez bien cela. Grâce à un partenariat établi entre Réseau Mentorat et la Caisse d'économie solidaire, les dirigeants d'OBNL et de Coop peuvent désormais bénéficier d'1 an de mentorat gratuit avec un mentor accrédité Réseau Mentorat. Et croyez-moi, ils sont accrédités de la bonne façon. La Caisse d'économie solidaire rembourse les frais d'1 année de mentorat pour un maximum de 400 $. Allez-y, profitez-en. Pour être admissible, le mentoré doit avoir un poste de responsabilité, donc un directeur général ou une directrice générale, être redevable à un conseil d'administration et avoir un pouvoir décisionnel sur les finances, les ressources humaines et les ressources matérielles. Pour en savoir plus d'ailleurs sur ce volet économie sociale au réseau Mentorat, rendez-vous à l'adresse qui se trouve au bas de l'écran et nous l'ajouterons aussi à notre site, sur notre site daniellekel.tv. Quant à moi, eh bien, comme à l'habitude, je vous demande, commentez, posez vos questions, on vous répond. Soyez nombreux à nous suivre. Partagez, s'il vous plaît, pour permettre à d'autres de découvrir ce qu'est le réseau Mentorat, mais aussi daniellekel.tv, média de solutions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre épisode de Réseau Mentorat. À bientôt. Merci infiniment à tous et à toutes.